Bonjour et bienvenue à la première rencontre du Daily Photographic Talk. Nous allons maintenant accueillir Émeric Luisset, artiste plasticien et photographe qui va discuter de sa série Théâtre de guerre réalisée en Irak entre 2011 et 2012. Émeric, tu nous rejoins, voilà. Il devrait être avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Émeric. Écoute, pour cette première des Daily Photographic Show, peut-être est-ce que tu pourrais juste commencer en nous présentant ton parcours en tant qu'artiste, peut-être même ta formation qui est double et donc assez particulière. Alors effectivement, au niveau de ma formation, donc j'ai fait les Beaux-Arts à Paris. Après avoir fait les Beaux-Arts, j'ai fait l'ENS et Paris 1 en géopolitique. Donc j'ai ce double cursus effectivement entre art et géopolitique. Et en fin de compte, c'est ce qu'on retrouve dans ma démarche, puisque dans ma démarche, je vais traiter de problématiques géopolitiques que je vais essayer de retranscrire d'un point de vue plastique. Donc avec un premier travail d'analyse d'un point de vue plutôt théorique, et ensuite un travail de terrain qui se rapprocherait plus d'un travail anthropologique auprès des acteurs de l'événement. Et une fois que je pense avoir une vision pertinente à la fois du point de vue théorique et du point de vue du terrain, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique de cette analyse. Très bien. Et du coup, si tu nous parles de ta série Théâtre de guerre réalisée en Irak, comment tu as justement combiné cette double approche pour la réalisation de cette série? Alors cette série Théâtre de guerre, en fait, donc c'est une série que j'ai faite parce que je me suis aperçu que la mise en scène est extrêmement présente dans la photographie de guerre. Alors bien entendu au 19e siècle, mais parce que les techniques ne nous permettaient pas de prendre des images sur le vif, mais également tout au long du 20e siècle, on voit énormément d'images qui sont devenues des icônes de certains conflits, qui sont des mises en scène, ou du moins suspectées d'être des mises en scène. Et du coup, je me suis intéressé dans ce rapport que la mise en scène entretenait au réel, puisque très souvent, quand on pense mise en scène, on pense mensonge, manipulation, tromperie. Or pourtant, c'est quelque chose qui va être remis en cause dès le début. Hein. Delacroix disait à propos de la photographie, l'exactitude ne fait pas la vérité. Et en fin de compte, la mise en scène, c'est un procédé. Comme prendre une image sur les vifs est aussi un procédé. Et comme n'importe quel procédé, on peut le faire mentir comme on peut lui faire dire la vérité. Tout comme une image prise sur le vif peut aussi mentir, en fin de compte. Après, il y a bien aussi, je pense, avec la peinture, parce que l'image de guerre a toujours été un jeu de représentation. En peinture, on s'attend à ce qu'elle soit mise en scène, et là, c'est dans la photographie que tu crées une mise en scène. Tout à fait. En fait, dans cette série, en fait, donc j'ai repris des mises en scène de peinture classique et j'ai demandé à des combattants d'un groupe de guérilla kurde en Irak de rejouer leur réalité dans ces mises en scène inspirées de peinture classique. Et du coup, lorsque le regardeur se retrouve face à l'image, ben, de par cette gestuelle qui est une gestuelle propre à la peinture, Mm. il se dit mais il y a un truc de faux dans cette image, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, ben, quand il regarde le cartel, il voit qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Mais alors du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est vraiment cette interrogation sur le réel, sur la construction de l'image de guerre, la théâtralisation du conflit. Et effectivement, cette dimension liée à la peinture, la photographie, d'une certaine manière, dans la photographie de guerre, il y a toujours ce fantasme de vouloir reproduire la peinture. On le voit de manière flagrante lorsqu'on regarde par exemple les photographies de Brady pendant la guerre de sécession, qui va aller sur les champs de bataille, qui va, après la bataille, qui va déplacer les cadavres des soldats, qui va déplacer les armes, pour donner à voir des images, en fin de compte, qui sont des images inspirées de la peinture, des images extrêmement picturales. Là encore, quelle est la part du réel dans ces images? On est avec des vrais morts sur un vrai champ de bataille, et pourtant,
Et pourtant, on est dans une image qui a été construite. Bien sûr. Et dans ce jeu de représentation, mais du coup, jeu et théâtre, d'où le titre Théâtre de guerre? Alors le titre Théâtre de guerre, ici j'ai repris une expression de Karl von Clausewitz, donc ce théoricien de la guerre du 19e siècle, qui a introduit dans son livre sur la guerre, qui a introduit des termes propres au spectacle, à la fiction, pour parler de la guerre. Il va parler de théâtre de guerre, de scène de bataille, d'acteurs du conflit. Et du coup, c'est des termes qui aujourd'hui sont utilisés de manière assez usuelle. Et donc, c'est ça qui m'intéressait en fait dans ce titre. Et comment as-tu approché du coup? Comment as-tu réussi à convaincre des combattants kurdes d'une vraie guérilla de participer, de poser pour toi? Alors, ça a été un long travail, hein, puisque ça m'a pris 3 ans pour faire 14 images. Faut savoir que quand je travaille sur un terrain, je ne travaille pas à la manière d'un journaliste qui généralement va utiliser des fixeurs, etc. Je travaille d'une manière assez différente dans un sens où vraiment j'ai le temps pour moi. J'ai pas une rédaction derrière qui va me dire bah, il me faut des images pour telle date, etc. etc. Tu te donnes pas une limite de temps, de deadline? Tout à fait. Donc, je peux très bien aussi ne rentrer avec rien du tout. Mais donc, du coup, je prends le temps. J'ai tissé des relations sur place avec des gens qui sont devenus des amis. Et via ce réseau, en l'occurrence, le mari d'une amie dont le cousin avait fait partie d'un groupe armé, etc. Et c'est comme ça, c'est via ces réseaux que j'ai pu rentrer en contact d'abord avec un des membres de ce groupe armé. Ensuite, j'ai pu, donc il en a parlé au responsable de la communication que j'ai rencontré, qu'on a parlé au politburo, ils ont validé et ils m'ont donné rendez-vous au coin d'une rue en Irak, et donc dans une ville en Irak. Et donc là, bah, j'ai vu deux 4x4 qui arrivaient, une portière qui s'est ouverte, il y avait des types avec des kalachnikovs dedans qui m'ont fait signe de monter. J'ai croisé les doigts en espérant que je me Oui, trompais pas que ça de groupe. Et on est parti dans les montagnes rejoindre le camp de ce groupe de guérilla. Et au début, en fait, ils m'ont emmené avec une patrouille dans la montagne. Et à un moment, ils se sont arrêtés. Et puis, il y en a un qui s'est mis dans un buisson avec un fusil de sniper. Et comme s'il allait tirer, ses amis m'ont dit ah, regarde, donc, prends-le en photo comme ça, prends-le en photo comme ça, etc. Puis ensuite, ils ont pris un lance-roquette, ils m'ont dit alors tu vois l'arbre là-bas et tout, t'es prêt, machin, etc. Et du coup, ils jouaient la guerre, comme si pour c'était moi. une photographie de propagande presque. Voilà, tout à fait. Et comme ils auraient pu la jouer pour des journalistes de passage, sauf que rapidement ils se sont rendus compte que ça m'intéressait pas. Et donc du coup on est rentré au camp. Et là je leur ai demandé si je pouvais rester un petit peu. Ils m'ont dit d'accord, tu veux rester combien de temps? Ben, je sais pas trop. Donc, voilà, ils m'ont donné une petite maison dans le camp et je suis resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et je suis resté comme ça de très nombreuses semaines avec eux. Et en fait, j'ai tissé des relations avec eux qui sont devenues des relations amicales. Je suis toujours en contact avec certains de ces combattants qui sont devenus des amis aujourd'hui. Mais du coup, j'ai tissé des relations avec eux qui m'ont permis en fait de faire ce projet. Parce que la première photo, je l'ai faite après plusieurs semaines et ils ont accepté de la faire parce qu'on était amis, tout simplement. Et quand ils ont vu la première image, une fois qu'on a fait la première image, ils ont beaucoup mieux compris où je voulais en venir. Et c'est comme ça qu'on a par la suite après continué d'en faire d'autres. Donc là, on avait fait 3, et puis je suis rentré en France, et puis je suis revenu quelques mois plus tard, et j'ai repassé du temps avec eux, on en a fait d'autres, etc. Et Donc c'est combien vraiment de comme... voyages as-tu fait pour Théâtre de guerre? Pardon, j'ai pas compris? Combien de voyages as-tu fait pour Théâtre de guerre? Je sais pas, j'ai pas compté honnêtement, D'accord. j'en ai fait pas mal. Après, je faisais aussi parfois d'autres projets à d'autres endroits en Irak, puis je retournais voir le groupe, etc. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Mais après, une chose qui était intéressante aussi par rapport à ce groupe, c'est que les peintures que j'avais prises précisément, ici, c'était des peintures de la guerre, c'est des peintures de la guerre franco-prussienne de 1870. J'ai repris ces peintures parce que c'est dans ces peintures
parce qu'au niveau du style, en fait, on est dans un style qui, en fin de compte, a globalement assez peu d'intérêt. On est dans un style, ce qu'on appelle familièrement un style pompier, mais qui est extrêmement intéressant dans la manière dont ils vont construire la représentation de la guerre, puisque c'est cette représentation de la guerre qu'on va voir apparaître après dans la photographie tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire que on a auparavant, en fait, qu'est-ce qu'on avait? On avait le général, l'empereur, le roi victorieux dans tout son panache. Là, la guerre de 1870, c'est une défaite extrêmement cuisante pour la France. Donc, on ne va pas avoir l'empereur, le général victorieux dans son panache. Donc, on va représenter beaucoup plus des soldats anonymes, comme ce qu'on va retrouver dans la photographie de guerre. Et puis, on va également être dans des représentations qui oscillent entre héroïsme du combattant et absurdité de la guerre. Là encore, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la photographie de guerre. Et on va être sur des scènes aussi assez réduites, inspirées du naturalisme, qui est le courant artistique précédent, et avec un nombre de soldats qui est assez réduit par rapport à ce qui se faisait avant, où on pouvait avoir des centaines de soldats sur, des images. Là, on est dans l'action. C'était extrêmement schématisé. Là, on est effectivement sur des scènes beaucoup plus réduites, là encore, comme dans la photographie de guerre. Et le dernier parallèle intéressant, c'est le fait que la guerre de 1870, c'est faite avec une armée de conscrits, et donc n'importe qui pouvait être appelé sous les drapeaux. Et c'est le cas notamment de nombreux peintres qui vont être appelés sous les drapeaux. Certains vont être tués, d'autres vont être blessés. Mais du coup, après, les peintures qui vont en découler, beaucoup vont s'appeler souvenirs de telle bataille, souvenirs de telle bataille. Donc on n'est plus sur des gens qui fantasment la guerre, qui parfois regardent le champ de bataille de loin. On est sur des gens qui ont vécu la guerre comme les reporters de guerre, qui sont directement sur les zones d'opération. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce parallèle entre donc, ces peintures de la guerre de 1870. J'avais choisi ces peintures-là précisément. Et ce qui était intéressant avec ce groupe, c'est que c'est un groupe qui venait du marxisme-léninisme, qui aujourd'hui se tourne vers la social-démocratie. Mais du coup, il s'inspirait beaucoup du modèle de la Commune de 1871. Et donc, du coup, beaucoup connaissaient les représentations de cette période-là, et notamment les représentations précédentes de la Commune de 1871, donc la guerre de 1870. Donc, ce qui, pour le coup, a été un peu le fruit du hasard, mais était... Mais au moins, ça leur parlait, voilà. Et ça leur parlait. Et du coup, j'avais deux représentations de la peinture, une que je mettais face à moi et une que je mettais face à eux. Et on construisait ces images comme ça. Ensemble. Et quand est-ce que tu considères que ta série est terminée? Est-ce que tu penses qu'avec ces 14 images, tu es arrivé au bout de cette envie de montrer ce que tu souhaitais à travers le jeu de représentation d'image de guerre? Comment sais-tu quand c'est fini, disons? Je pourrais très bien en refaire, c'est tout à fait possible. Après, avec 14 images, je pense que je dois en avoir aussi assez bien la chose, mais je pourrais très bien en refaire. Je ne suis pas forcément fermé à cette idée. Non, c'est quelque chose qui me paraît tout à fait possible. Après, c'est vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi tous les liens que j'ai pu tisser avec ces combattants et cette manière dont on a construit ces images ensemble. C'est-à-dire que, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces combattants aujourd'hui, certains ont été tués, d'autres sont devenus des réfugiés en Europe. Donc du coup, je pense que si je referais ce projet, je sais pas forcément les mêmes personnes que je retrouverais, ce qui est un peu dommage, parce que comme je disais, on les a vraiment construits ensemble. En fait, on regardait la veille ensemble ces peintures, on disait on va mettre telle personne à tel endroit, etc. Ils s'étaient complètement pris au jeu finalement. C'était vraiment une construction commune et d'ailleurs c'est intéressant parce que les premières images, celles que j'ai réalisées, je les ai réalisées. J'avais à l'époque uniquement des flashs externes, mais donc qui avaient besoin de courant électrique, donc j'avais piqué un peu toutes les rallonges du camp pour pouvoir m'échapper un tout petit peu du camp, mais donc j'étais plus ou moins dans l'enceinte du camp ou vraiment à l'extrême limite. Mais quand j'y suis retourné, après, j'avais un partenariat avec Profot qui m'avait donné une batterie portable pour des flashs. Et donc, du coup, je suis parti avec les patrouilles. Et donc là, par contre, on était sur des temps beaucoup plus courts pour la construction des images, puisqu'on était à une quinzaine de minutes à peu près par image, ce qui est très, très court. Et en plus, il ne faut pas oublier que là, pour le coup, on n'était plus dans l'enceinte du camp où on pouvait être protégé. On était sur des patrouilles dans des zones qui parfois sont minées.
dans des zones qui peuvent être soumises, où on peut être attaqué. Hein. Parfois, ils plaçaient un combattant qui surveillait avec un fusil à lunettes, qui surveillait les alentours pour pas qu'on soit attaqué pendant qu'on prenait l'image. Donc voilà, et tout ça a fait qu'on a tissé des liens très forts. Et le fait de ne pas forcément les refaire avec les mêmes personnes, je trouve que ça serait un peu dommage. D'accord, très bien. Mais écoute, j'aimerais quand même savoir, parce que dans cette ambiance de confinement qu'on vit en France, maintenant on passe à autre chose. On va parler encore de toi en tant qu'artiste, ta pratique et comment tu vis en fait ce confinement. Qu'est-ce que ça a pu changer ces derniers mois pour toi? Et voilà, je voulais avoir ton avis sur la situation. Pourquoi aussi ce collectif du coup? Alors c'est vrai que la situation, clairement, elle est pas glorieuse. Hein. Pour te dire, hein, sur 11 expositions, non, sur 9 expositions que j'avais cette année, j'en ai 7 qui ont été annulées. Et les 2 qui restaient, les expositions ont été écourtées à cause du deuxième confinement. Donc les conférences, elles ont quasiment toutes été annulées, les workshops aussi. Donc honnêtement, la situation est vraiment pas évidente. C'est pour ça aussi l'idée, c'est de ce collectif, c'est de s'entraider en fait entre nous et de créer quelque chose de commun à travers ces talks, à travers ces discussions, de continuer à développer un lien avec le public. C'est important, avec les gens qui nous suivent, chacun d'entre nous continue à développer ce lien. Et à défaut de pouvoir montrer des œuvres dans des expositions, je suis pas trop pour les expositions virtuelles, je trouve que c'est assez dommage. Donc, quitte à faire quelque chose à distance, je me suis dit que ça serait plus intéressant peut-être de parler des œuvres. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place ce... Parce que pour toi, il y a un vrai rôle de transmission en tant que photographe, en tant qu'artiste, de connexion avec les gens, entre la culture et... Pour moi, c'est essentiel. Enfin, de toute façon, l'art est une métaphore de la société dans laquelle il s'inscrit. Et l'artiste, quel que soit le sujet qu'il traite, en fin de compte, il traite de problématiques liées à cette société, que ce soit via le personnel ou via quelque chose de plus global. Il traite de la société dans laquelle on est et il va donner à voir, en fin de compte, des éléments peut-être qui n'auraient pas forcément été évidents. Et en fait, l'artiste est vraiment, pour moi, c'est à travers son art, ça va être un vecteur d'influence. Et même si à travers l'art, on ne change pas directement les choses, mais on peut changer les regards des gens et donc, du coup les inviter à vivre autrement certaines choses, à penser autrement certaines choses. Et donc par là, c'est changer indirectement aussi des choses dans la société. Et donc l'art est pour moi essentiel au sein d'une société. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait qu'on mette ce genre de choses en place. Absolument. Bah, écoute, c'est super. En tout cas, merci beaucoup pour cette première conversation inspirante. Maintenant, on a lancé les rendez-vous photographiques. On va se retrouver demain avec Lola Rebout à midi. Et puis, on va continuer à découvrir d'autres images d'Emeric dans les prochaines semaines. Tout à fait. Je vous présenterai, je pense, effectivement d'autres projets. Et je vous présenterai notamment un autre projet que j'ai fait avec ces combattants kurdes 8 ans plus tard, lorsqu'ils sont devenus des réfugiés. Très bien. L'évolution donc à suivre. Merci beaucoup, Emeric. Merci à toi. Ciao.